Riyad. C'est Riyad, Valérie Donzelli. Je vous le présente. Thibaut et Riyad. Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour Thibaut. Merci de passer la soirée avec nous. Oui, merci à vous pour cette invitation. J'ai une question quand même avant qu'on commence. On met les choses tout de suite au clair. Oui. Est-ce qu'une actrice peut répondre franchement à une interview ou non, elle est toujours en train de jouer? Ah, bon oui, je crois. Ah, je sais pas. Ça, c'est toujours le truc avec les acteurs, est-ce qu'ils disent la vérité ou pas, tout ça. Moi, j'ai l'impression, en tant qu'actrice, que je dis la vérité. Je crois pas que je mente beaucoup dans ma vie. Est-ce que vous pouvez mieux mentir que d'autres? Mieux jouer une fausse émotion? Bah, à ce moment-là, je la joue. Oui. Et vous savez le faire, vraiment? Oui, je sais le faire. Je suis trop stressée. Non, mais... Ah, c'est impressionnant. Mais non. Mais ça m'intéresse comment? Quand on... Avec un réalisateur d'y aller, c'est quoi, action? Action. Voilà. Ouais. Comment on s'est mis dans les conditions et vous, comment vous vous mettez dans les conditions de jouer? C'est compliqué. C'est d'abord chacun a sa façon de faire, je pense. Et puis ensuite, il y a quand même un enjeu, c'est-à-dire que le cinéma, il faut être bon à l'instant T, c'est-à-dire entre action et coupé. Si on est bon après coupé, ça va pas. Si on est bon avant action, ça va pas. Enfin, quelquefois, il y a des metteurs en scène qui peuvent un peu tricher et faire tourner en faisant croire qu'ils n'ont pas fait tourner pour essayer de voler quelque chose. Vous l'avez déjà fait, vous, en tant que réalisatrice? Oui, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec des enfants. Ou par exemple, j'enchaîne des prises ou des choses comme ça. Mais non, j'aime pas trop filmer à l'insu quelqu'un, quand même. Enfin, quand on travaille avec des acteurs vraiment, des acteurs professionnels, je veux dire, on connaît les règles et enfin, moi, j'aime pas trop. Mais après, il y a plein de façons de faire différentes. Je crois que, par exemple, j'ai entendu dire qu'il y avait un metteur en scène, il dirigeait les gens par l'oreillette. Donc, en fait, ils ont une oreillette et il leur dit le texte qu'ils doivent... Enfin, oui, mais il y avait une grande rumeur sur Depardieu qui... Non, alors ça, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est qu'il apprenait plus le texte. Oui, ça, c'est quand les acteurs peuvent avoir des problèmes de mémoire et tout ça, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il y a des metteurs en scène qui dirigent, je crois, par l'oreillette. Donc, il dit, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu dis ton texte, tu t'arrêtes, tu rigoles, tu pleures. Enfin, je sais pas. C'est un peu... J'en sais rien, moi, je fais pas ça. Mais donc, tout le monde a sa méthode, sa façon de faire et tout ça. Moi, en tout cas, comme actrice, parce que là, j'ai rebasculé sur le truc de la metteuse en scène, mais en tant qu'actrice, je crois que le moment de jouer est tellement aussi impressionnant et on a le trac et tout, donc forcément, ça nous rend aussi un peu plus fébrile. Et puis, par exemple, on peut se mettre en condition en écoutant de la musique ou en pensant juste à la situation du personnage, à ce qu'il vit. C'est-à-dire, c'est comme si on se confondait avec... Est-ce que vous êtes le personnage? Vous arrivez, enfin, tant qu'on puisse entrer dans le rôle, ou non, vous êtes vous, et en un instant, vous êtes capable de jouer, même si dans votre tête, vous êtes vous? Oui. Bah, ça dépend. Par exemple, quand je jouais dans Nona et ses filles, dans ma série, quand je jouais Georges, bah, il suffisait que je mette mes couettes comme ça, ma barrette et tout ça. J'étais là et je prenais tout de suite... C'est ça, vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que dans votre tête, vous êtes Georges ou vous êtes Valérie? Bah, c'est les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois Georges quand je joue, et puis quand ça s'arrête, ben, je suis Valérie qui met en scène. Enfin... Mais c'est des endroits où on se dédouble un peu. C'est un peu des endroits où, en fait, quand on est acteur ou quand on fait ces métiers-là, c'est une façon aussi d'exercer sa folie, je crois. C'est-à-dire que c'est la folie cadrée. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu fou quand on est acteur, forcément. Et puis ça rend un peu fou. Donc, on exprime quelque chose... dans un cadre qui est celui du cinéma, de la scène, qui est celui du jeu, qui est délimité par ça. C'est pour ça qu'on est fragile aussi. Bon, nous sommes sur cette banquette rouge, Bordeaux. Au cœur du conservatoire, à l'entrée de la salle du théâtre. Oui, c'est le grand théâtre, là, c'est la salle Louis Jouvet, je crois d'ailleurs qu'elle s'appelle comme ça. Et là, en fait, on est à l'arrière de la salle. Et quelquefois, cet endroit, il peut servir Au théâtre, on dit qu'il y a cour et jardin, donc c'est les coulisses qui sont à droite et à gauche. Et puis là, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je ne suis pas une experte, mais en tout cas, c'est comme des coulisses à l'arrière de la salle, quand on veut faire une entrée par le fond, par le public en fait. Vous êtes revenu sur les traces d'un échec. Oui, c'est vrai.
parce que vous réalisez un film, un documentaire, qui s'appelle Rue du Conservatoire, qui suit une promotion tout à fait. qui doit rendre et préparer et faire son spectacle de fin d'année. Oui, mais je suis surtout une élève qui a décidé au moment de sortir de l'école, de finir l'école, de mettre en scène. Oui. Et donc de ne plus être regardée, mais de regarder ses camarades et de mettre en scène pas n'importe quelle pièce, Hamlet, de Shakespeare. Elle s'appelle Clémence. Elle s'appelle Clémence, oui. Et j'ai l'impression qu'elle a plus vécu que les autres. Elle a 25 ans, mais on dirait qu'elle est beaucoup plus âgée que ses camarades. Ah, mais c'est peut-être sa fonction, c'est parce qu'aussi elle a la responsabilité de la pièce. Donc, oui, même forcément... dans le ton, elle a une voix grave, Non, vous ne trouvez pas? C'est la fonction. Je pense que son rôle de metteur en scène l'oblige à être plus sérieuse que les autres, parce que c'est elle qui les dirige, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a un moment très joli dans le film, je trouve, où elle dit, bon, on se concentre, chut, chut, et ils sont tous à dire des bêtises et tout ça, et elle a envie de rire, et en même temps, elle ne peut pas, donc elle dit, bon, s'il vous plaît, allez, on fait 1 minute de silence, allez. Elle est là, elle se concentre, et en même temps, on sent qu'elle a envie de rire et tout ça, puis il y en a un qui... Elle dit, bon, et puis elle demande à, je ne sais plus, un des élèves de faire une espèce d'exercice de respiration, et puis il dit, on pense à ces enjeux, et là, tout le monde explose de rire, elle explose de rire avec eux. En fait, elle était très touchante, parce que quand moi, je dis dans le film, quand on est metteur en scène, c'est nous qui organisons la fête, et on ne peut pas vraiment s'amuser comme les autres, parce qu'on a la responsabilité de cette fête. Elle s'est un petit peu retrouvée à cet endroit, en tant que metteur en scène. Et quelquefois, elle avait envie de danser, quelquefois, elle avait envie de dire « Putain, les mecs, allez, je vais rigoler avec vous ». Mais non, elle était toujours rattrapée par cette pièce qu'elle devait mettre en scène, quoi. Est-ce qu'on jette un œil dans cette salle? Alors là, je ne sais pas si on peut, parce que je crois qu'ils sont en train de répéter. Alors tout à l'heure, on s'est fait un peu grimper. On le fait en silence, alors. Bonsoir. Bonsoir. Rien n'arrête des acteurs. Et en fait, c'est ça qui est hyper beau au théâtre, contrairement au cinéma. C'est que quand ils sont dans les cours de théâtre, en fait, ils jouent, il y en a un qui regarde pour les mettre en scène. Enfin, ils sont à la fois acteurs et metteurs en scène. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de cours de théâtre, j'étais au conservatoire du 10e, mais c'est un truc que j'aimais bien, ça. Quand on travaillait, je faisais le 3e œil. Et ce que je préférais faire, c'était faire le 3e œil. Je regardais les autres et je les mettais en scène, en fait. Justement, on parlait de l'échec juste un peu. Vous avez raté votre entrée ici. Oui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, beaucoup de monde, l'échec est tellement important? Ou non, finalement, quand vous avez raté, vous aviez quelque chose dans le ventre, vous aviez une colère, vous aviez un agacement, c'était pas si évident que ça allait bien se passer derrière? Moi, quand j'ai raté le conservatoire, vraiment, j'ai été désespérée parce que je pouvais plus du tout le passer, j'avais 24 ans. Et je me suis dit, bon, vraiment, t'es une pauvre nouille. J'avais pas du tout travaillé, donc c'est ma sœur qui... ma réplique, elle lisait le texte, enfin, c'était pas du tout... Quand je vois, parce que là, depuis, j'ai chaud. Depuis, j'ai fait partie, moi, du concours d'ici. Attention, mon sac. J'ai fait partie du jury. Et en faisant partie du jury, j'ai vu comme ils travaillaient les élèves, en fait. Je les ai vus, les auditions, donc je me suis dit, ça m'a fait rire à l'intérieur de moi. Je me suis dit, oh, là, j'étais vraiment... C'est normal. Vraiment, j'y suis allée en touriste, quoi, en fait. On avance dans le foyer? Ouais. Alors, vous êtes revenu sur les traces, donc, de cet échec de l'époque. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est digéré ou parce qu'il y a un peu d'ego et on se dit... J'ai quand même réussi sans ça. Et vous voulez vous le montrer à vous et d'une certaine manière aux jeunes qui peut-être... Mais non, pas du tout. Moi, je suis revenue ici parce que on m'a demandé de venir faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma. D'accord. Et donc, comme j'avais le temps, et puis que ça m'intéressait, et puis que je trouvais ça drôle de revenir ici pour faire ça, j'ai accepté, j'ai trouvé ça intéressant de rencontrer des jeunes acteurs et tout ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et là... C'était même pas dans un esprit de... Et en fait, c'est marrant parce que... J'imagine qu'il n'y a pas une revanche. Non, mais en plus, c'est marrant parce que quand je suis... Sur le moment, j'y ai pas pensé. C'est quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, c'est drôle quand même. C'est vrai que je l'ai passé ce conservatoire, que je l'ai raté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, tiens, j'aurais aimé quand même bénéficier de tout ça, de ces profs, de cet environnement, de ce cadre? J'aurais adoré. Mais c'est ce que je dis dans le documentaire, j'aurais adoré, moi, faire une école. Parce que quand on fait une école, en fait, on fait partie d'une troupe, on fait partie... On se fait des copains, et en fait, c'est des métiers qu'on peut pas faire tout seul. Il faut créer sa bande, quoi. Et souvent,
quand on voit même les acteurs aujourd'hui, ils ont des copains de l'époque où ils étaient au conservatoire, où les réalisateurs même, ils se connaissent de la Fémis. Moi, j'ai fait aucune école, quoi, donc je n'ai pas de bande comme ça. Il joue Hamlet. Et Hamlet est une femme. Oui. Enfin, pas tout au long de la pièce, mais Hamlet est rapidement une femme. En fait, Hamlet est Hamlet, mais joué par une femme. Oui. C'est politique, tout ça. Bah, c'est Clémence qui a... Elle dit que non. Oui, alors elle dit que non, mais en fait, si, ça l'est, évidemment. Coucou Clémence, ça va? Ah bah tiens. Tiens, Clémence, est-ce que c'est politique? Oui. Ton Hamlet? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, on a compris quand même. T'as compris que c'était politique? Ça montre quand même que je suis d'une... Non, j'ai tellement changé. C'est honteux d'avoir dit ça, en plus. Mais non, c'est pas honteux. C'est parce que quelquefois, quand on écrit les choses, on n'a pas forcément conscience de ce qu'elles veulent dire exactement. Oui, oui, oui. Donc je pense qu'à l'époque où tu le faisais, peut-être tu le réalisais pas complètement. C'est ça. Et après, quand on prend conscience des choses, on se dit, mais oui, mais bien évidemment. L'art est politique de toute façon. Donc dire ça, c'est que... Ouais. Bon, les gens qui vous voient débarquer, on vient de parler de vous, mais vous êtes la fameuse Clémence. Oui. Voilà. Que Valérie suit tout au long du film. Ouais. Voilà. Exactement. Eh ouais. Et alors, c'était comment? Ah, c'était incroyable. Elle n'est pas là. Ah, c'était... Attends, je vais partir. Je vais... Mais oui, mais oui. Comment est-ce que vous voyez? Parce que c'est toujours pareil, je connais un peu, je ne fais pas du tout de cinéma et pas du tout, mais j'ai l'habitude de me voir des fois, je regarde les émissions. Ouais. Vous, comment vous êtes vu? Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes plus? Est-ce que vous dites, ah tiens, c'est malin ce que je vais dire, qu'est-ce que c'est énervant? Oh là là, mais je ne m'attendais pas à être... non, je me suis dit, ah oui d'accord, je suis très intense. Mais je ne m'attendais pas à être comme ça. Je me suis dit, je suis comme tout le monde et tout, et en fait... Ouais, je suis assez intense. Mais c'était... En le voyant, j'ai pris énormément de recul et j'ai vu le film en entier. Et donc, c'était vraiment un grand... Oui, tu t'es pas regardé que toi. Ah, pas du tout. Mais au départ, j'ai fait, oula. Et après, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Et après... Mais c'est ça qui m'a dit, en fait, on en oublie. Oui, parce que... C'est fantastique. Mais c'est vrai qu'à la différence des acteurs de cinéma, les comédiens et les acteurs du théâtre, ils n'ont pas l'habitude de se voir. Oui. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui ne regardent pas les films dans lesquels ils jouent. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est trop dur? Ben oui, ils n'aiment pas se voir, en fait. Ah oui. C'est trop dur de se voir. Des choses comme ça. Oui, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont du mal à se regarder. Clémence dit qu'elle est intense. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous en avez fait une héroïne de ce documentaire? Est-ce que vous l'aviez senti avant? Vous le voyiez avant de commencer? Ben, j'avais pas senti forcément qu'elle était intense, mais quand j'avais travaillé avec elle dans la classe, la masterclass que j'avais faite là, sur le jeu d'acteur au cinéma, j'avais vu toute sa palette de jeux, quoi. On continue notre déambulation? Merci monsieur, au revoir. Merci. Ah, alors bon, Tony. Alors, oui, il faut présenter Tony parce que... Oh oui, Tony, Arnoux, mon attaché de presse de tous mes films. D'accord. Qui est aussi mon ami, quand même. Tony nous suit et Tony... va prendre mon vélo, il va nous suivre avec le petit vélo. Ah oui, c'est un bolide. Il est génial. Je suis à deux. Hein. Alors attends, il faut que j'enlève l'antivol. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un antivol connecté. Attends, merde. Ouh là 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 là. En plus, il est technologique, on le débloque. Attends, merde, attends. Merde, comment je fais? Attends, voilà. C'est moderne. Ouais, mais attends, j'arrive pas à le... Non, c'est pas ça, c'est que... Ah voilà, je l'ai mis dans le mauvais sens. Tu sais ce qu'on va faire, Tony? Je vais le mettre là. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est chiant. Et ça, tu fermes pas? Non, tu le laisses comme ça, ça. Tu as volé tout. Mais non, personne ne veut rien. Bon, Tony, vous faites attention sur la route. Hein. Et là, il y a un autre antivol, Tony. Je vais te donner le code. Regarde le code. Je le dis pas. Hein. Riyad, on ne montre pas. Tony, vous savez qu'on est en train de faire une émission de télé quand même. Ah oui, bon. Là, j'aimerais bien que tu mettes mon casque. Ah, vous êtes superbe. Ah, t'as une plus grosse tête que moi, là. Bah, n'empêche. Ah, pardon. C'est bon, il y a de la batterie. Ouais, il y a plein de batteries et on se retrouve au Parnassien. Okay. Tu fais très attention, Tony. Hein. Super attention, j'ai méga peur. Et là, mais non, n'aie pas peur, c'est tout simple. Il n'y a rien à faire. J'ai peur de l'abîmer, c'est tout. Et là, il y a la lumière, tu vois. Tu feras pas grand chose. Allez, Valérie, on y va. On y va, à tout de suite. Attention, attention, on est au milieu de la route. C'est super. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, tout va bien. Je suis très content d'avoir croisé... Chloé. Oui. Bah oui. Mais non, mais vous allez dire, oui, voilà, l'œil au vert noir. Alors, vous êtes. Moi, non, c'est ça. Vous êtes de ce côté, venez. Moi, je conduis? Non, non.
Je suis là. Allez-y. Vous pouvez vous installer tranquillement. Vous avez de l'eau à gauche. Mais elle est géniale cette voiture. Mais alors, paraît-il que vous aimez vous coucher très tôt. Ouais, j'adore. Donc là, c'est pas du tout une émission pour vous. Non, mais ça va. J'aimerais savoir d'où vous venez. Alors, pas seulement géographiquement, mais... D'où je viens? Ouais. Si peut-être géographiquement d'ailleurs, vous venez d'où? Vous êtes né où? Je suis née à Épinal, dans les Vosges. Ouais. Vous y avez grandi? Non, pas du tout. J'ai grandi en banlieue, en banlieue parisienne. J'ai d'abord grandi dans l'Essonne, dans le 91, et puis ensuite dans le Val-de-Marne, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, je suis partie vivre à Lille avec mes parents, ma famille, tout ça. Là, j'ai passé mon bac, mon permis et tout. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris pour faire mes études d'architecture. Elle ressemblait à quoi la famille Donzelli? La famille Donzelli, elle ressemblait à une mère très, très joyeuse et un père assez pudique et très gentil. Mes parents sont morts maintenant, donc j'ai plus de parents. Mais j'ai mes frères et sœurs, on est 4. J'ai hérité de cette autorisation à faire les choses de mon grand-père, en fait. Quand on arrivait pour les vacances, on passait toutes nos vacances chez eux, chez Papé et Mamina, on les appelait comme ça. Et il nous disait quelle est ta note de dessin. Et quand on lui disait qu'on avait eu 18 en dessin, il était tout content. Et puis on arrivait et il nous donnait, lui, il regardait la télévision, il était quand même assez âgé d'ailleurs. Et puis il prenait un carnet comme ça de dessin. Il nous donnait un carnet à chacun, puis on prenait des crayons, on devait dessiner la speakerine, le présentateur du journal. Et donc, alors lui, il dessinait vraiment très bien. Nous, on était un peu... Il disait, mais c'est pas grave, regarde. Et puis, il nous apprenait. Après, on allait faire de la sculpture, on faisait des choses. Puis ma mère, elle a toujours filmé en Super 8. Donc, bizarrement, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais des films, et j'ai toujours vu ma mère avec une caméra à la main. Donc je pense que quelque part, c'est des choses peut-être inconscientes et tout ça, mais ça marque en fait, c'est pas anodin. Le cinéma, oui, cinéma professionnel, il est où à ce moment-là dans cette famille, dans votre enfance? Nulle part. Ah ben non, personne, enfin, nulle part. J'avais des parents, ma mère, elle aimait bien le cinéma, mais on n'allait pas au cinéma, on n'avait pas de cinéma. En banlieue, il n'y avait pas de cinéma. Ouais. Donc j'ai vu mon premier film, c'était E.T. Vous vous souvenez du premier film? Bah oui, parce que j'avais 8 ans peut-être, un truc comme 9 ans. Si c'est très peu présent, comment vous expliquez que vous en avez fait votre métier? Je sais pas. Je suis sûr que vous avez déjà essayé de réfléchir. Alors, ce qui était présent, peu présent, c'était l'idée de faire des films, évidemment. De faire du cinéma. Je pensais pas que j'avais le droit de faire ça, en fait. Je pensais que c'était réservé à des gens dont les parents faisaient déjà ça. Ou je pensais pas que c'était possible de faire du cinéma quand on faisait pas partie de ce milieu-là. Mais j'ai pas choisi. En fait, la seule chose que je peux dire, c'est que quand j'étais petite, mon père était pas heureux au travail. Et je savais que quand on était adulte, on passait beaucoup de temps au travail et qu'il fallait absolument faire un travail qui nous amuse. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris. Mais j'ai compris ça vraiment toute petite. Et donc, la seule chose que je savais, c'était que je ferais un travail qui m'amuse. Vous avez fait des études d'architecture et un jour, vous plaquez tout. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre quand vous dites je ne l'ai pas vraiment envisagé. Il y a un moment où vous prenez cette décision. J'arrête d'être architecte. J'ai pris la décision d'arrêter les études d'architecture pour être actrice. Oui. Mais pas pour faire des films. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Donc, j'ai arrêté mes études d'architecture en me disant il faut que je sois actrice parce qu'en fait, l'architecture, j'adore ça, mais ce que j'aime, c'est avoir des idées, proposer des choses et tout ça, mais le reste... Il y a un lien quand même ou pas? L'idée de création, de... L'architecture m'a appris énormément de choses pour faire des films, ça c'est sûr. Ouais. Et quand j'ai arrêté mes études d'architecture, pour être actrice, je me suis dit, bon, je suis pas trop nulle pour ça, parce que j'avais déjà fait un peu des petits cours de théâtre quand j'étais petite et tout ça, j'avais eu un petit prix et tout, donc je me suis dit, bon, on me dit que je joue bien, donc je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, j'ai loupé le conservatoire. J'ai eu c'était pas la win, hein, parce que j'avais fait un peu une dépression. J'avais eu un petit problème aussi. J'avais fait une espèce d'AVC, donc j'étais complètement paralysée d'un côté. Donc, enfin bon, c'était pas génial. Et puis j'ai passé
les conservateurs municipaux. Je les ai réussis. Donc là, je suis allée au 10e. Et après, j'ai représenté le conservatoire que j'ai raté. Et puis après, j'ai passé un casting, puis je l'ai réussi. Puis après, j'en ai passé un autre, puis je l'ai réussi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi les castings que j'ai passés. Après l'échec, la réussite. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à jouer. J'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a changé mon rapport à tout. Mon rapport à l'adversité, mon rapport au temps, mon rapport à tout, quoi. Et je pense que ça a été le premier déclencheur, je crois, c'est quand mon fils est tombé malade, je me suis dit, si cette histoire nous arrive, c'est qu'il faut en faire quelque chose et on en fera un film. Et en fait, j'ai commencé à faire des films. En fait, quand mon fils était à l'hôpital avec Jérémy, on faisait des films pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de la chambre où il était. Et j'avais dit à Jérémy, puisqu'il ne peut pas sortir de la chambre, les gens iront à lui. Et donc, on avait fait un petit film pour lui parce qu'il passait Noël là-bas, qui s'appelait Gabri Noël. Et c'était un petit film pour un petit enfant de 2 ans à l'hôpital. Et on avait filmé tous les gens qui le connaissaient. Alors, il y avait les amis qu'on voyait à l'époque, mais la famille et tout. Et on leur faisait faire à tous des choses que Gabriel connaissait. Donc c'était, par exemple, il y avait un jeu qu'il aimait, c'était quand on faisait waouh, comme si on lui faisait peur, il rigolait, donc on faisait waouh, on faisait ça. Après on faisait, je sais plus, on chantait une souris verte, on faisait des petits trucs. Et puis on a fait un vrai petit film comme ça, qu'on a mis sur une cassette. Et il regardait ça dans sa petite chambre et tout. C'était hyper beau parce que les infirmières allaient voir le film. Enfin, il s'était passé un truc très, très joli et très joyeux autour de ça. Et puis après, on lui en avait fait un autre qui s'appelait Un Noël très très chouette avec ses petites peluches. On avait fait un petit film d'animation. Donc en fait, oui, on a commencé à faire des films comme ça en fait. On y va? Ouais. C'est intéressant ce que vous venez de me dire. Ouais. Vous avez fait des films, souvent les gens disent oh, je fais des films pour un public, pour que ce soit reçu. Là, vous me dites j'ai commencé à faire des films pour moi. Oui. En fait, c'était pour ma fille même, Ouais. Plus que pour moi. Mais après, je fais des films quand je fais des films, je les pense vraiment en tant que spectatrice quand même. Je les fais pour les gens qui vont les voir aussi. Évidemment pour moi, pour avancer, parce que ça me fait du bien en fait aussi. Ça me démange. Alors ça, c'est le cinéma Les 7 Parnassiens. Alors, j'adore ce cinéma. Maintenant, c'est mon cinéma de quartier, parce que j'habite pas loin. Et j'adore la Coupole aussi, parce que c'est là qu'on avait tourné la Reine des Pommes. On avait volé un plan à la Coupole. Quand Jacques dit à Adèle, je voudrais vous emmener dans un très bon restaurant. Et en fait, la caméra, Céline, était sur le trottoir. Et nous, on était rentrés dans la Coupole, on était ressortis, genre... Et on était sortis comme ça, genre... on avait mangé dans le très bon restaurant. Et donc, ce cinéma des 7 Parnassiens, je l'adore parce qu'il est dans une espèce de galerie marchande. Et c'est très désuet. Attention, il y a une comme petite endroit. marche. Ouais. Et c'est très désuet, j'aime beaucoup. Il y a un petit antiquaire, il y a un pressing, il y a un restaurant chinois. C'est vrai qu'on se demande toujours un peu où on va quand on rentre ici. Oui, et on a l'impression d'être tout de suite plongé dans une autre époque, quoi. Alors là, ça me fascine. La maison de bien-être. Donc lui, il fait des trucs complètement délirants. Un jour, il faudra que j'y aille quand même. Il y a du tarot, de l'astrologie. Consultation, coaching, il fait des naturopathes, énergie, développement personnel, compléments alimentaires, il fait tout. Ça vous intéresse, ces questions de développement personnel, de médecine parallèle Ouais, moi j'ai tout essayé, j'adore, surtout le tarot. Qu'est-ce qui marche? Vous avez tout essayé. L'oracle du soleil. Non mais lui, je sais pas, mais alors là, il y a les pierres et tout, il fait tout. Lui, il fait tout. Oh, c'est l'affiche du film! Mais oui, génial! C'est la première fois que je la vois. Ah, mais je suis trop contente. Et à côté, il y a Ma vie, ma gueule, le film de Sophie Fillère magnifique, dans lequel je joue un tout petit rôle, mais je suis trop contente d'avoir joué dedans. Oh là là, c'est génial! Alors, on va voir les jeunes femmes qu'on a croisées il y a une demi-heure. Alors là, on va voir Clémence ici. Oui. Là, c'est Hélène. Oui, Hamlet. Elle est où, Chloé? Je la vois pas. L'œil au beurre noir. Ouais, elle est là. Ah oui, elle est là. Ah oui, et là, vous êtes ici, avec la participation amicale de Valérie Donzelli. Ouais. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas été payé? Non, c'est pas ça. C'est que c'est comme ça, vraiment un petit rôle et une participation et tout ça. C'est comme ça qu'on dit, parce que c'était une amie et tout ça. Il est beau, il est très très beau le cinéma. C'est magnifique.
où on dit le cinéma d'art et d'essai, c'est des bobos parisiens qui se font financer des films par le CNC et qui font des films politiquement corrects. Qui dit ça? Voilà, Ah bon? on le voit dans la horrible. presse. Non, c'est fou. Ben, je sais pas. Ah, ça vous étonne que... Mais je trouve ça très violent, quoi. Mais j'ai caricaturé et je suis allé un peu au plus direct, mais vous voyez. Moi, je ne rentre pas dans cette catégorie parce que d'abord, j'ai jamais eu le CNC. Si, pour La Reine des Pommes. Non, le cinéma d'art et d'essai, c'est pas ça. C'est un cinéma qui est peut-être un peu exigeant dans ce qu'il a envie de raconter. C'est pas que un divertissement, on va dire. Là, j'ai fait une caricature, mais vraiment, c'est une question plus intéressante peut-être. Dans Rue du Conservatoire, il y a l'ancienne directrice du Conservatoire qui dit « Une pièce qui ne concerne pas tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Qui ne peut pas toucher tout le monde, ça ne m'intéresse pas. » Est-ce que ces films d'art et d'essai, ils peuvent toucher tout le monde? Ou c'est parfois compliqué? Parce que vous le dites vous-même, ils sont exigeants. Et est-ce qu'ils peuvent être excluants? Mais ça dépend des films, en fait. Ça dépend des films. Quand les films sont... je pense que quand ils sont réussis, ils peuvent toucher... Oui, ils peuvent toucher tout le monde, oui. Quand les propos sont universels, en fait, quand on parle de l'intime, je crois que ce qui est commun à tout le monde, c'est la question intime. On entre? Alors moi, je l'adore ce cinéma, je trouve que tout est beau. J'adore la confiserie, la caisse. Oh, je suis trop contente de voir vous. Alors moi, je viens vendredi, à 20h. Absolument, absolument. C'est ça, voilà. Avec grand plaisir. Ah ben ouais. Et alors là, au 7 par Nation, ce qui est génial, c'est que quand on va aux toilettes, il y a des extraits de films quand même. Absolument. Qui sont... bon Ah ben venez voir. Alors, on va aux Ça, toilettes. j'adore. À quoi ça sert, tes amis? On peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. 1000 fois, j'ai voulu te le dire, mais je ne pouvais pas. C'est des extraits de films. Alors le but, c'est de deviner ce qu'est le film. Bah non, mais en fait, on entend des extraits de C'est vrai. films. Cette camaraderie qu'il y avait entre nous, c'était... Je sais pas, moi, c'était comme une odeur de pain. Eh ben moi je suis... C'est même pas drôle. Allez, mon gars, en avant les pelles et les tôles. Faut aider son prochain. Ah, qu'est-ce que... C'est marrant. C'est tellement émouvant. Je suis trop contente d'avoir mon film ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est... J'adore les salles de cinéma. C'est tellement génial. Oh. Voilà, j'aime bien me mettre devant, moi. Ah, c'est vrai? Ouais, hop. Pour que le film vous domine un peu, vous tombe dessus? J'aime bien être devant, j'aime pas avoir quelqu'un devant moi où je suis comme ça me saoule. Donc, j'aime bien être devant. Et là, on peut être devant, c'est pas un problème. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la salle de cinéma? Ah, j'adore. Alors, je sais que quand La Reine des Pommes était sortie au cinéma, à l'époque, c'était 14h la séance. Je m'étais assise au fond et je m'étais endormie. C'est vrai? J'avais adoré. Alors, c'est pas du tout vendeur de dire ça, mais Vous le connaissiez, c'est pas que le film m'ennuyait, Ouais. je le connaissais par cœur, mais surtout d'entendre les gens rire et tout, et de voir le film. Je n'en revenais pas que le film soit dans une salle de cinéma. Et je m'étais endormie, mais tellement apaisée. Mais moi, je pourrais m'endormir. Je pourrais dormir je pourrais, me faire enfermer dans une salle de cinéma et C'est-à-dire que dormir. vous ne vous vexez pas que quelqu'un s'endorme devant votre film. Ça dépend pourquoi. Ça peut être apaisant. Oui, je pense que s'endormir quand même au cinéma, c'est un endroit... c'est un endroit d'abandon quand on s'endort. Donc, c'est que c'est un endroit sécurisant. Quand même. Est-ce que vous avez peur qu'un jour ces fauteuils rouges, ils sont pas rouges partout, disparaissent? mais... Ouais. Non, je crois pas. Je crois que les salles resteront... Je crois que le cinéma... D'ailleurs, on a eu, avec le Covid et tout ça, tout le monde disait les gens n'iront plus au cinéma et tout. Puis je crois que là, les fréquentations des salles sont aussi fortes qu'avant. Enfin, je crois qu'il n'y a rien qui remplace le cinéma. Parce que regarder les films sur Netflix, les gens, ils en ont marre maintenant. Ils disent qu'il y a trop de Vous êtes trucs. sûr? Moi, je crois qu'ils s'en lassent aussi de ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va... Je crois pas que le cinéma... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, je trouve, très peu de bons films natifs sur les plateformes. Ils ont une deuxième vie sur les plateformes, mais des très bons films qui sortent d'abord sur une plateforme, c'est rare. Mais parce que c'est pas leur objectif, c'est pas de faire du cinéma, c'est de faire du contenu. Et le but
but est financier avant tout, ils veulent faire de l'argent. Enfin, c'est quand même l'ultralibéralisme, quoi. Donc, c'est pas compatible, je crois. Vous faites des films qui sortent en salle, vous avez fait des séries. Ouais. Séries, vous pourriez faire une série? Peut-être pour ça qu'on pourrait vous appeler. Netflix pourrait vous appeler pour faire une série? Jamais de la vie. Ah, vous ne direz pas? Non. Par principe? Pas par principe, par liberté. Ah, vous pensez vous perdre en liberté? Ah bah oui. Je crois que... Un producteur aussi, il peut vous imposer des choses... Non, pas un producteur... Non, les producteurs, ils ne sont pas là pour imposer des choses, ils sont là pour accompagner un artiste. Je crois que Netflix, c'est quand même très calibré dans l'écriture, dans tout. Tout est validé par la chaîne. Enfin, c'est eux qui décident de tout, je crois. Moi, je ne peux pas travailler comme ça, j'y arriverai pas. Moi, je fais des films et tout ça, mais ça reste mon travail. C'est une façon de gagner ma vie. Donc, il faut réussir à trouver... Enfin, il faut que je travaille à un moment donné. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à travailler en faisant des films. Je n'ai pas fait mon métier de façon alimentaire. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire au cinéma pour gagner ma vie. Et ça, c'est une grande liberté. On est dans un cinéma d'art et d'essai. C'est quoi l'inspiration, votre inspiration, vos modèles de films? La nouvelle vague? On cite souvent la nouvelle vague. Oui. Oui, bien sûr, mais... C'est quoi votre film préféré, par exemple? Je sais pas, il y a tellement de films. Je peux pas répondre à cette question parce que... Vous savez, l'île déserte, vous pouvez partir avec un film. Ah non. Vous pouvez voir plus que ça. Je pense que j'emmènerai un film de Godard, je crois. Ah, vous voyez la nouvelle vague? Je crois que j'emmènerai Pierrot le Fou. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qui a une fougue folle, un rythme fou. Enfin, c'est un film très vivant, je trouve. C'est un film, je pense, qu'on peut regarder plein de fois et découvrir à chaque fois des choses. C'est un tourbillon, ce film, dans mon souvenir. Mais bon, je dis ça en même temps. Ça se trouve, demain, vous aurez une autre idée, mais c'est pas grave. Mais quand même, je trouve que les films de Godard, c'est quand même à part. Il a quand même inventé quelque chose, quoi. Ça va au-delà, plus au-delà que du Truffaut, cinéma. par exemple? Ah oui, beaucoup plus que Truffaut. Truffaut, il n'a pas inventé. Truffaut, il est romanesque, mais il n'a pas inventé... Parce qu'on les oppose souvent. Parce que c'est très différent, quand même. Mais je trouve que Godard, il y a une dimension qui est plus artistique, quoi. Enfin, c'est vraiment à part, quoi, les films de Jean-Luc Godard, je trouve. C'est vraiment quelqu'un qui... Et puis d'ailleurs, on le voit dans toute son évolution et tout ça, il a continué de faire des films avec tous les... Il a été vraiment dans une recherche, quoi. Il a eu un succès fou et il n'a pas du tout... au contraire, il a continué à expérimenter des choses. Enfin, il est très intéressant, je trouve. Et j'adore. Et regarder ses films, on apprend toujours quelque chose quand on regarde ses films. C'est comme... un peu comme Picasso, quoi. On redescend? Ouais. Et après, il y a une petite terrasse. C'est aussi le charme, ouais. On peut boire un petit café. Regarde comme c'est joli. Voilà. Ah oui. Il y a un sujet quand même dans le cinéma actuel. Ouais. On a plein des sujets. Ouais. Celui du rapport entre les hommes et les femmes. Ouais. Et, pour aller plus loin, des violences sexuelles. Ouais. Est-ce que vous avez été surprise par les prises de parole de vos consoeurs, Judith Godrèche notamment, et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Frédéric Bell? Est-ce que vous avez été surprise? Frédéric Bell, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a plusieurs fois, 3 fois, des hommes avaient tenté de l'agresser. Ah bon? Et bien alors là, je ne suis pas surprise du tout. Non, non. C'est pas du tout surprenant. Évidemment. Mais alors, si je puis me permettre, c'est ça que... Parce que quand j'ai revu le film, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand j'ai revu le film Rue du Conservatoire, en fait, ce qui m'a frappée, ce qui m'a fait beaucoup de bien en regardant le film, c'est que ça m'a réparé à l'endroit du cinéma, moi, personnellement. Parce qu'en fait, je trouve que c'est
évidemment essentiel et important que la parole se libère et tout. Mais ça m'a fait de la peine, en fait, de voir que le cinéma d'auteur, parce que c'est surtout le cinéma d'auteur qui a été comment dirais-je, dénoncé, quoi. Alors, récemment, oui. Récemment, donc après, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se dire. Mais en tout cas, moi, comme je fais du cinéma d'auteur, ça m'a fait de la peine, en fait, parce que je me suis dit, c'est horrible, les gens vont penser que tout le cinéma d'auteur est comme ça, etc. Et ça m'a rendue triste, parce que j'aime profondément le cinéma et que je pense qu'on peut faire des films et avoir cette responsabilité-là sans faire n'importe quoi. Et quand j'ai vu mon film, en fait, ce que j'ai trouvé hyper beau, c'est que c'est ça que ça m'a raconté aussi. C'est que cette génération, ils sont très respectueux les uns envers les autres. Et que moi, je les ai regardés, il n'y a jamais eu de problème, en fait. Enfin, je veux dire, on peut faire des films en désirant filmer des gens sans abuser d'eux. Et que je crois que quand on a cette fonction, parce que moi, je sais que quand j'ai enseigné au conservatoire, on voit les jeunes, on voit le pouvoir qu'on peut avoir sur eux, puisque évidemment, on est metteur en scène et tout ça, donc on pourrait dire, bah, tiens... tiens, c'est intéressant, ça. Bah, évidemment, ouais. Mais sauf que on n'est pas fou et on se doit d'être exemplaire, en fait, quand on a cette responsabilité-là. En fait, quand on est metteur en scène, on se doit d'être exemplaire. Et c'est chiant, mais c'est le prix à payer. Et c'est pas très cher payé. Parce qu'on fait quelque chose de magnifique qui est des films. Ça m'intéresse que vous ayez partiellement vécu ce que la position et le rôle dont certains ont abusé. Bah évidemment que je l'ai vécu puisque je suis metteur en scène. Oui. Donc oui, quand on est metteur en scène, on a le pouvoir de faire un film, de filmer des gens. Ouais. Donc, là peut-être avec encore plus de potentialité de domination puisque vous êtes plus âgé, que vous avez une carrière. Bah, et oui, je suis âgée, j'ai 50 ans, ils en ont 25. Ouais, donc c'est très facile de dire « Attends, tu sais quoi, toi ?» Enfin, j'ai compris en fait l'endroit de faiblesse de tous ces mecs, en fait, qui veulent juste abuser de leur pouvoir, et c'est juste naze, c'est juste honteux, en fait. Parce que vous l'avez vous-même ressenti, je ne sais pas, vécu, si un jour vous le direz sans doute, ou pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas si facile de s'exprimer, en tout cas, connu cette ambiance. Moi, je n'ai jamais eu de problème de personne qui a voulu abuser de moi, etc. Par contre, je sais que quand tu es actrice et que tu es jeune et tout, bon, ben, c'est pas dit de façon explicite, mais il y a quand même un truc où il faut plaire, où il faut jouer. Moi, je n'ai jamais joué le jeu de la séduction, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec des hommes, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Et je me suis dit, je l'ai jamais conscientisé comme ça, mais peut-être que c'est lié, en fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même... mais même on le voit avec l'abbé Pierre. Moi, ce que j'ai trouvé fou avec l'histoire de l'abbé Pierre, c'est que c'est pas une histoire de cinéma, c'est une histoire de domination. C'est une histoire d'un moment donné, quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un et qui décide d'abuser de son pouvoir. Et l'abbé Pierre, c'est l'exemple le plus frappant, le plus triste, mais c'est ça. C'est pas juste. C'est pas ce cadre des films et du cinéma. Bah, bien sûr, c'est pas juste le cadre du cinéma, c'est tous les corps de métier, en fait. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a à un moment donné un abus de ce pouvoir. Pourquoi ? Alors ça, je ne l'explique pas. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens abusent de leur pouvoir ? Et pendant le Festival de Cannes, il y a eu des noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et non, mais est-ce que ça crée une ambiance difficile, désagréable dans le monde du cinéma en ce moment ? C'est surtout que ça crée une ambiance, comment on dit, oui, puis de dénonce... Enfin, de méfiance, non, quand on dénonce, c'est horrible. De délation. Il y a à la fois un truc de délation, en même temps c'est des rumeurs, en même temps c'est pas... Enfin, c'est horrible. Moi, le tribunal populaire, je trouve ça atroce. Donc, voilà, après, il y a des condamnations qui doivent être faites s'il y a des actes criminels qui sont faits ou des actes... Enfin, voilà. Mais c'est pas aux gens de dire il est coupable, il n'est pas coupable... Il faut porter plainte quand on est agressé, évidemment. Mais c'est la justice qui doit faire son travail. Des femmes accusent certains hommes, des réalisateurs. Ouais, la justice prend du temps. Comment on fait pour ne pas justement tomber dans un jugement populaire avant même que la justice de la République passe ? Peut-être en le médiatisant moins, mais en même temps on le médiatise parce que justement on est dans une période où la parole se libère, donc c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu le bordel, mais que les choses vont se rééquilibrer, voilà.
C'est joliment dit. C'est le bordel et ça va s'équilibrer. Oui, donc il y a des dérapages, il y a des... Mais bon, en même temps, voilà, quoi. Il y a aussi des plaintes qui sont faites de femmes qui ne sont jamais écoutées, quand même, il faut le dire. Enfin, je veux dire, quand on voit PPDA, il y avait combien de femmes? 58 femmes. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même les 51 violeurs, là, le procès ouvert et tout ça de cette héroïne, là, de Gisèle. C'est Pélican, son nom? C'est Pélico. C'est intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est complètement... abominable, honteux, voilà. Et il y a un procès, c'est 51 hommes, toute classe sociale mélangée. Enfin, c'est fou. Et elle dit, je veux que ce soit public, je veux qu'on sache, quoi. Donc on est dans cette ère-là où, à un moment donné, les femmes n'ont pas peur de dire ce qu'elles subissent. Et voilà. Donc je trouve que c'est historique et bien, en fait. J'en reviens au cinéma. Oui. Vous avez partiellement répondu là-haut dans la salle. Est-ce qu'un jour vous auriez envie de réaliser un film avec un énorme budget, des super grandes stars, un blockbuster avec des effets spéciaux, et on y va et il y a 25 millions sur la table? Ou non, c'est pas vous? Vous savez, il y a des gens qui font des films à 35 millions sans beaucoup d'effets spéciaux. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux bien qu'on me donne... je pense que ça me plairait de faire un film à gros budget, très romanesque et tout ça. Mais je pense que c'est aussi compliqué parce qu'il faut... si je suis libre de faire comme je le veux moi. Parce que dans les 25 millions, il y a quand même un moment donné où tout le monde se rince, quoi. Ça va pas que dans le film, il faut arrêter. Ah oui, un peu trop? Les acteurs sont-ils trop payés? Moi, je pense que les acteurs sont trop payés. Ah ouais. bon? Moi, je suis pour plafonner les salaires. Des acteurs? Bien sûr. Par exemple, on peut imaginer qu'un acteur, quand il gagne 1 million, ça suffit, non? Pour faire un film. Ah, c'est bien 1 million. Par exemple, la dernière fois, je discutais avec un ami et il me disait, tu vois Valérie, enfin, c'était pas vraiment un ami, c'est un photographe, mais on est un peu devenus amis. Il avait une théorie que je trouvais assez intéressante. Il disait, si l'argent liquide n'existe plus, on peut contrôler les dépenses. Et donc, on pourrait dire à quelqu'un, ah ben non, monsieur, vous pouvez pas prendre l'avion parce que vous l'avez déjà pris 3 fois cette année. Ouais. Ou alors, non, vous arrêtez d'acheter votre côte de bœuf, là, vous en avez déjà mangé 2 cette semaine. Ah non, vous pouvez pas vous acheter cette voiture, vous en avez déjà 1. En fait, d'un coup, être riche, ça sert à rien puisqu'on peut pas le dépenser, cet argent. Ouais, mais ça, en fait, moi, je pense un peu les libertés, non? Ah là oui, on rentre un peu en dictature. Mais c'est une dictature rigolote. Ah, il y a des dictatures rigolotes. Celle-là, elle serait marrante à imaginer, par exemple, dans une fiction, je sais pas. Non, mais ça pourrait. Ah, non, mais question de profane, vous savez pas combien sont payés les acteurs dans les films que vous réalisez? Bah non. Moi, je sais et puis pas. En plus, moi, je fais pas des films avec des très gros budgets, donc les acteurs, ils sont plutôt très gentils et ils sont pas très bien payés. Parce qu'ils ont envie de venir avec vous sur un scénario qui les intéresse. Oui, c'est pas l'endroit de l'argent, je pense. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Bon. On va prendre le tandem. C'est compliqué de parler d'argent en France. Ah bon? Bah, c'est très tabou l'argent en fait. Je me rends compte, même pour moi, c'est un truc compliqué. C'est difficile, je trouve. Je vous ai pas demandé combien vous gagnez. Bon, je peux le dire, je gagne très bien ma vie. Pour faire un film et pour l'écrire et tout ça, je demande à mon agent. Moi, je suis payée, mais je gagne bien ma vie. Mais après, je mets beaucoup de temps à le faire, le film. Enfin, je mets 2 ans. Donc, c'est de l'argent qui s'écoule sur 2 ans. C'est pas, c'est pas quelque chose que je reçois comme ça. Mais oui. Je fais partie des privilégiés. Je vais pas dire que. Mais ce qui est fascinant, c'est que par exemple, quand vous faites rue du Conservatoire, vous le faites pas pour l'argent, là. Ah ben, rue du Conservatoire, là, pour le coup, je l'ai vraiment pas gagné ma vie. Très peu. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Le film devait se faire comme ça. C'est plus important. Puis mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Parfois, tout le monde a des problèmes d'argent. Parfois, ça m'arrive d'en avoir. On y va? Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accueillis cette formation. À vous. Et Valérie, on se voit le 20. Le 20, je serai là. Avec grand plaisir. Bon alors, paraît-il que vous adorez le vélo. Il y a toujours du vélo dans vos films? Ouais, j'adore le vélo. Je fais tous mes trajets à vélo. On dit à vélo ou en vélo? Oui, à vélo. À cheval, à vélo. En voiture. Alors, on va monter là-dessus? Ouais, on va monter là-dessus. Bon, on va marcher tranquillement jusqu'à là-bas. Alors là, j'adore ici, la petite brocante, là, elle est trop mignonne. J'adore. Elle a toujours des petits trucs hyper jolis, quoi.
regardez les fiches là, vous vous souvenez? Pierrot le fou. Oh, regardez. C'est pas vrai. Vous voyez? C'est ça la vie, c'est des signes tout le temps. Pierrot le fou, pickpocket excellent. Et James Bond 007 contre Dr. No. Pierrot le fou, elle est sortie l'affiche, on vient d'en parler. L'affiche avec Belmondo et le visage bleu? Oui, mais regardez, on voit juste le titre, c'est des petites... ça, oui, c'était des fiches de cinéma. 1965, France. Ouais. On le voit, Riyad? Ah, je vais aller les voir demain. Bon, alors le vélo. Le vélo. C'est votre passion? Ouais, j'adore ça. C'est vrai que dans tous vos films, un petit tour de vélo. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'adore le vélo, je trouve que c'est la liberté. J'aime pas conduire, ça me fait peur, la voiture. Je vous laisse passer devant. Alors attendez, il faut qu'on le descende, on va peut-être le descendre du trottoir pour partir d'en bas. Ouais. Alors, vous voulez pas qu'on essaye sur le trottoir déjà un petit peu? Ah, vous voulez qu'on essaye sur le trottoir? Ben... Allez, non, mais c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, on va se retrouver au milieu des voitures. Alors attendez, parce que moi, j'ai pas des très grandes jambes et là, je sais que la salle est trop haute pour moi, par exemple. Alors, vous savez que c'est vous qui tournez, hein? Ouais, je sais, c'est moi qui fais tout. Moi, je peux rien faire, je suis complètement livré. Alors, déjà, là, on est déséquilibré, je trouve ça très difficile. Ah! Ouh là là, c'est dangereux. Je tiens l'équilibre, moi, j'ai les... Ah non. Ah non, je peux pas. Je sens qu'on bascule. Non, vous pouvez vous mettre dessus, moi, je tiens derrière. Voilà, ça y est. Ah non. J'ai horreur de ça. Quel enfer. Ah non. Alors, on fait l'inverse. Ah, faut faire l'inverse? Ah ouais, moi, je conduis pas ce truc-là. Alors, attendez. J'y arrive pas. Ah, j'ai peur. Ah non, j'ai peur. Mais non, ça marche, là. Non, j'ai peur. Bah, tout va bien. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va. Ah, je vous en supplie, je me descends, j'ai trop peur. Non, je vous jure, j'ai trop peur. Ah, c'est vrai? Ah oui. Bah, Je me sens pas du tout bien. Attendez, il faut qu'on passe quand même ici. Vous savez quoi, on va le faire sur le trottoir, tranquille. Ouais, là ça va, là j'ai pas peur. Mais c'est très bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans du ciment, quoi. On se sent pas libre, en fait. Mais oui, surtout vous pouvez pas conduire. Ben, Est-ce que vous pédalez quand même ou vous me laissez tout faire? Non, je pédale. Ah bon, ça va. Ça y est, je crois que j'ai le... Oh là là, c'est vraiment un truc où il faut s'entendre. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Vous aimez cette ville? Paris? Ouais. Mais c'est ma ville d'amour. J'ai toujours rêvé d'habiter à Paris. Moi, je suis une banlieusarde, je n'avais pas accès à Paris. Je rêvais d'habiter Paris. Tout droit, là, en face. Voilà. Magnifique. Ah, ça sent la bœuf. C'est vrai, hein? Oh là là. Alors, vous aimez Paris et vous avez soutenu Anne Hidalgo. Et j'ai soutenu Anne Hidalgo, bien sûr. J'adore Anne Hidalgo. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que je trouve qu'elle fait... tout le monde... Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si durs avec Anne Hidalgo. Alors, vous savez quoi? Oui. C'est un moment très important dans cette émission, parce que sans que je leur pose la question, les invités tombent très très facilement sur Anne Hidalgo, et vous avez une occasion en or de la réhabiliter. Quand je l'ai rencontrée, Anne Hidalgo, parce que j'avais fait mon film Notre-Dame, et donc j'ai tourné dans ses bureaux et tout, et elle a été géniale, elle a été hyper gentille, elle nous a laissé tourner dans son bureau, je lui avais donné le scénario à lire, c'est une femme vraiment chouette, quoi, et qui nous a vraiment facilité les choses et tout. Après, moi, je trouve que tout ce qu'elle a fait dans Paris, de faire des pistes cyclables et tout, vous vous rendez compte comme c'est génial de pouvoir faire du vélo dans Paris? Tout le monde a râlé au départ, mais maintenant, les gens sont très contents. Elle se soucie de l'écologie. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si virulents envers elle. Vous êtes courageuse de donner un avis politique, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui ne veulent pas le faire, ce que je peux comprendre. Ah. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas parfois contre-productif des acteurs qui donnent leurs opinions politiques? On se souvient de ce qui s'est passé notamment avec tous les acteurs à Hollywood. C'est pas l'actrice qui donne... C'est moi, Valérie Donzelli, je dis ce que je pense j'aime bien Anne Hidalgo, je vois pas où est le crime. Ah non, mais aucun crime. Non, mais je veux dire, ça va, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur elle. Bon, maintenant qu'on a pris le tandem un peu en main, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, votre fils... je vais griller le feu rouge, je vous le dis. Ah bon? Non. Si, parce que là, non, faut respecter les feux, je sentais que je pouvais pas m'arrêter, là. Bah, vous auriez pu, c'est dangereux. Moi, j'ai 3 enfants. Alors je suis justement, sérieuse, hein. Vos enfants, je voulais parler de Gabriel. De Gabriel? Oui, votre fils. Oui. Vous en avez beaucoup parlé, vous avez fait un film autour de lui. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être vous le laissez faire, parce qu'aujourd'hui... Ah bah Gabriel, il fait sa vie. Et hein. voilà, c'est ça. Et il prend même la parole. Bah bien sûr. Attendez, mais on est sur la route, là. Ouais, ça y est, on est sur la route. Ça va, Tony? Ah! Je suis pas hyper à l'aise, hein. J'ai l'impression d'avoir un ballon dans les fesses, mais... Votre fils qui a eu un cancer du cerveau à 1 an, qui en a gardé un handicap,
aujourd'hui, Ouais. j'imagine, c'est une fierté immense parce que lui, maintenant, il est sur scène. Oui, il monte sur scène, il est comédien, il est humoriste et c'est génial. Comment est-ce que vous avez évolué, vous, en tant que mère? Comment j'ai évolué? Ouais, en tant que mère, au moment où vous apprenez ça, où vous le voyez vivre avec ce handicap et puis grandir, j'imagine que vous avez changé, vous aussi. Bah oui, je pense que, mais même avec Rebecca et avec Gustave, ils m'ont fait évoluer aussi. Les enfants nous éduquent autant qu'on les éduque, je pense. J'ai peur. Maman. J'ai 2 dernières questions. Mais- D'abord, c'est quoi la suite à très court terme? Il y a ce film qui sort et après, vous réalisez un film, vous allez au théâtre, vous faites quoi? Non, je vais réaliser un film. D'accord. Avec qui? Sur quoi? Je sais pas. Mais je vais réaliser un film, c'est sûr. D'accord. Ah, vous savez pas, vous avez quand même un scénario, une idée. Oui, mais c'est un peu... Oui, on prend de la vitesse. Voilà, mais c'est, vous savez, les films, on est un peu superstitieux, donc on ne veut pas en parler tant que c'est pas complètement réglé. Ma dernière question alors, c'est quoi vos ambitions, vos rêves plutôt professionnels pour les 10 prochaines années? Alors, j'aimerais bien... j'aimerais continuer de faire des films, j'aimerais bien faire une mise en scène de théâtre. Ouais. C'est marrant parce que le théâtre, vous y avez jamais vraiment goûté alors que vous avez fait un documentaire sur le conservatoire, que vous avez voulu y entrer plus jeune. Ouais, C'est rigolo. Voilà, des films. J'aimerais bien produire des premiers films aussi, des jeunes auteurs et autrices. Ça me plairait. Merci beaucoup De Valérie les Donzelli. accompagner. De rien. Je vous serre la main comme ça? Ouais, et vous repartez là, c'est ça, je Bah descends, oui, mais le qu'est-ce qu'on problème c'est fait? que vous êtes avec moi, alors c'est surtout eux qui s'en vont plus, nous on continue. De toute façon, on a dit qu'on allait jusqu'à d'Enfer Rochereau. Ouais, c'est là. On y est presque.